Et maintenant, nous plongeons dans les années 80. La décennie 80, qui commence par le référendum perdu de 1980. Ensuite, en 82, la nouvelle Constitution du Canada sans l'accord du Québec. L'échec aussi de l'entente constitutionnelle du Lac-Meach. Mais le Québec, lui, continue sa modernisation. Il ajoute Hull au réseau de l'Université du Québec. C'est là qu'il crée le Fonds de la solidarité de la FTQ. TV5 Québec-Canada est créé en 81. Mais là commence aussi une insatisfaction de la part des syndiqués de l'État. Il y a une manifestation des 35 000 syndiqués qui sont mécontents de leurs conditions de travail. En 84, ça, vous devriez vous en souvenir, l'attentat armé contre l'Assemblée nationale par le caporal Lortie. Ça vous dit quelque chose vaguement? 85, René Lévesque démissionne et c'est Robert Bourassa qui prend le pouvoir. Et la décennie 80 se termine par 3 événements majeurs. Chute du mur de Berlin, la manifestation de la place Tiananmen et le massacre de la Polytechnique à Montréal. C'est quand même important, ça. Comme année, là, c'est lourd à porter. Pendant cette décennie, la culture populaire au Québec, la culture populaire de consommation, prend son essor. Festival international de jazz, 80. La même année, les Floralis de Montréal. 83, le Festival Juste pour rire. 85, le Festival des feux d'artifice de Montréal. Et 87, l'École nationale de l'humour. Alors là, le Québec commence à rire, enfin. Au plan éducatif, Camille Lorrain, qui est ministre de l'Éducation en 82, lance un livre blanc qui s'appelle « L'École québécoise, une école communautaire et responsable ». Imaginez-vous ce qu'il voulait faire, Camille Lorrain. Il voulait que le pouvoir des commissions scolaires et des syndicats d'enseignants passe aux parents et aux enseignants dans le conseil d'établissement. Fort, ça, là. Ça se rapproche pas mal de ce que Françoise nous raconte, la Finlande. Mais la loi qui en sort, c'est comme ça souvent qui se passe, entre le livre blanc et la loi, c'est la loi 40 qui va se limiter à remplacer la structure confessionnelle, catholique-protestant, par 2 structures linguistiques, françaises et anglaises. C'est loin du compte. C'est loin pas mal des rêves de ce Camille Lorrain. Ce qui s'ajoute, c'est que les commissaires seront élus par toute la population. Savez-vous ce que c'était avant? Uniquement par les proprios. Mais oui, c'est ceux qui payent les taxes. Maintenant, c'est par 5 de la population, non? Ben, absolument, c'est ça. Alors, quand on se demande pourquoi il y a peu de participation à la chose scolaire, quand il y a c'est parce qu'il n'y a pas de culture qui s'est créée pour ça. Et il y a une première fusion des commissions scolaires, et 83, comme terme, Matra a le mandat d'installer 9000 micro-ordinateurs. Ils appelaient ça des micros, mais ça occupait quelques pièces dans les écoles. La période 80, c'est la période que vous voyez là. 80, mon Dieu, où est-ce qu'elle est? L'autre 80, OK. 80 est là et 80 se poursuit là. 13 écoles en 10 ans. Alors, c'est vous dire, 3 à Montréal, 6 sur la rive nord, 1 sur la rive sud et 3 en région, dit-on. On appelle région Québec, Sherbrooke, Val-d'Or. Souvent créés par des gens issus du monde de l'éducation. Alors, quelques petites histoires. Fourmilière de Saint-Jérôme, c'est une orthopédagogue qui faisait du homeschooling. C'est la mère de Jérôme Lemaitre-Vierge. Bon. Guillaume Lemaitre-Vierge. Pas Jérôme. Tu vois, la présence de Jérôme m'amène... Il y a un frère, oui. Alors, elle avait 2 enfants qu'elle gardait à la maison, puis à un moment donné, elle dit, un peu comme tu me l'as dit tantôt, plutôt que de faire du homeschooling, je vais essayer de créer une école alternative. Alors donc, elle a présenté un projet, et le directeur général de la commission scolaire à Saint-Jérôme à ce moment-là
s'est opposée, mais violemment, à son projet. Et devant cette opposition, elle a été très doucement rencontrer tous les commissaires un après l'autre. Un par un. Et elle a profité d'un soir, dans une réunion de la commission scolaire, où le directeur général n'était pas là, pour que le projet soit présenté par un de ses amis, et le projet a passé. Mais là, le directeur général lui en voulait tellement qu'il n'a même pas donné de crayon à l'école pour qu'elle puisse commencer. Il fallait qu'il se débrouille pour avoir des chaises, avoir des... Bon. Alors là, les parents se sont révoltés et se sont mis à aller chercher dans la commission scolaire et tout partout de quoi meubler l'école en question, l'école La Fourmilière. Et ils étaient tellement présents dans l'école que quand l'école vraiment a commencé avec les profs de ce moment-là, on est obligé de leur dire, écoutez, là, les profs, il faut qu'ils travaillent. Là, okay? Alors, on leur a demandé de laisser un petit peu l'école tranquille pour pouvoir... Bon, puis après ça, là, ça a commencé. Et c'est une des plus belles écoles en termes architectural, là, à l'intérieur du moins, que vous pourriez aller visiter, à Saint-Jérôme, l'école La Fourmilière. L'école Cœur à Cœur de Saint-Eustache, c'est 5 amis emballés par une société sans école de Ivan Illich. Mais vraiment, il le raconte comme ça. Cette lecture-là les a vraiment là, boostés. Puis ils ont mis 3 ans, je pense, puis ils se sont fait écœurer par la commission scolaire qui a réduit énormément leur attente du début. L'Envol et le Baluchon. Donc, deux écoles à Ville-de-Laval qui se sont créées en même temps. C'est exact? 84, oui, en 84, à Laval. L'Envol et le Baluchon. Alors, ces 2 écoles, une à Sainte-Rose, l'autre sur le boulevard de la Concorde, c'est des parents membres d'une garderie communautaire. Je vous annonçais tantôt que les garderies communautaires ou populaires avaient déclenché parfois des écoles. Bien, c'est les premières. Les premières écoles qui ont donné naissance, les garderies ont donné naissance à ces 2 écoles-là. À la même époque, un magazine, je me souviens, Châtelaine, je pense, avait, quand on lit ce magazine-là dans les années 80, mentionne des écoles alternatives qui n'existent plus. Alternative Mont-Laurier. On n'a jamais entendu parler de ça. L'alternative des Laurentides, même chose, à Sainte-Agathe. Ressources à Sainte-Foy. La Clé des Champs, mais je ne sais pas trop où, là, je pense que c'est Châteauguay, OK. Une à Hall, Gatineau, l'Arbre d'Or en 84. Alors, on n'a pas plus poursu l'histoire, comment ça s'était fermé. Et une école, ça c'était un couple, mais vraiment, qui a envoyé à peu près tout le système. C'était l'enfant, le dernier des opprimés. Brouillon pour un mouvement de libération des jeunes par Madeleine Tremblay et André Frappier. Alors, dans ce livre-là, ils racontent vraiment comment ils ont mis l'école en place, mais ce n'était pas une école publique, c'était une école privée. Ça a tenu 4 ans. Hein? En 81, on sent qu'il y a un mouvement de création d'écoles. Alors, il se crée ce qu'ils appellent une association, le Goéland. G-O-E-L-A-N-D. Et tenez-vous bien, c'était songé encore là. Groupe œuvrant dans les écoles libéralisantes, alternatives, novatrices et démocratiques. C'est fort! Le Goéland! Tu sais. Bon. Alors là, le Goéland, pendant au moins 20 ans, va organiser des congrès, des colloques, va créer du matériel didactique avec des chercheurs comme Richard Palacio, par exemple, que je vous mentionnais tantôt, et plusieurs études pédagogiques. Et on va même créer un premier guide pour créer une école alternative. Mais le guide que vous pouvez lire dans notre site est beaucoup plus évolué, là, avec beaucoup plus d'expérience. Alors voilà donc, multiplication des écoles alternatives. Françoise va vous parler cependant que pendant qu'on multipliait les écoles alternatives, dans les vieilles, il y avait des crises. Oui, ça se passait relativement. Quand on fonde une école, on est sur une énergie émergente. Nous, évidemment, à Jonathan et à Kerb, c'est vécu des moments plutôt de crise. On en a vécu, je le raconte, je vais le passer vite, mais on en a vécu quand même en 73 et en 79,
On a failli se faire évincer d'ici, de ce bâtiment-ci, parce qu'ils voulaient nous fusionner avec une école qui était de l'autre côté. Ils leur ont dit c'est impossible, on ne peut pas se fusionner, on ne peut pas fusionner deux écoles avec deux pédagogies, deux approches complètement différentes. Ça a été, surtout que c'était la femme de Claude Ryan qui était présidente de l'autre côté. Ça a été épique comme bataille. Jonathan aussi, Jonathan a dû se battre régulièrement. Je pense qu'ils ont déménagé 4 fois en 5 ans. Il leur faisait changer d'école. Mais c'est dur pour une école au moment où tu commences à t'installer, Bon. Les déménagements étant une affaire, une définition, toujours se définir par rapport à la commission scolaire. Mais à Kerb, c'est pas tellement par rapport à la commission scolaire ou à Jonathan que dans les années 85 qu'on va devoir vivre une crise, c'est de l'interne. Parce que, il y a eu des profs qui sont arrivés au cours de route, des parents, l'école a grossi, s'est développée, elle attirait des gens, etc. Et sans trop se méfier, l'école s'est mise à glisser dans sa pratique, dans les notes. Il y a des gens qui voulaient avoir des notes, dans l'utilisation des services spécialisés, ortho, psycho, faire passer des tests et des tests. On était contre une surévaluation des enfants. C'était une position qu'on avait. Alors si bien que contre le multi-âge, on voulait rapetisser le multi-âge, c'est trop compliqué, le programme et ceci et cela. On sentait qu'il y avait des tensions. Alors on a décidé de faire les parents, le comité de gestion et les profs qui étaient là, de faire une journée colloque, mais une grande journée colloque qui a duré, qui permettait de discuter de tous ces points. Les enfants étaient là. Ça a été une journée assez agréable. Et on a conclu qu'il faudrait écrire le projet éducatif. De là est venu, après, les projets éducatifs dans les écoles. On a dit il faudrait écrire ce que l'on est, parce que si on ne l'écrit pas, les pratiques divergent, glissent. Alors, on s'est mis à écrire, et c'est de là que s'est développée aussi notre amitié, Pierre et moi. Pierre étant sur le comité de rédaction du projet éducatif. Il y avait 2 parents, Janine était de cela, ta maman, des 2 profs et la mère de direction. Jérôme. La mère de Jérôme. Et puis on s'est mis à travailler, puis dire on va écrire, et puis on va mettre d'aplomb ce qu'est la pratique. Alors on a commencé, ça faisait une brique de 90 pages. Puis on a présenté ça après à tout le monde. C'était le résultat du colloque. Parce que les parents avaient décidé en colloque de la ligne de conduite, le multi-âge, le projet, le truc. Alors, nous, on a fait ça. Pendant 1 an de temps, des parents tenant... Attends, c'est quelque chose, parce que toi, tu étais de l'autre camp. Les parents et les profs, ça a été scindé en 2. C'était comme si l'école était un peu scindée en 2. Scindé parce qu'il y en avait qui croyaient moins au multi-âge, plus à ceci, à cela, plus alternatif, moins alternatif. Au bout du compte, c'était ça. C'était moins de parents dans les classes, pas trop de parents dans les classes, des notes, c'est pas si mal, trop de multi-âge, c'est fatigant. Ça, c'était étonnant. De l'autre côté, évidemment, c'était les autres. Alors, pendant 1 an, on a porté ça avec des regards en chien de bataille. C'est pas très agréable. Et ça, la commission scolaire a tranché, s'est mis comme arbitre et a regardé, parce qu'il y avait des écrits et des écrits, on écrivait énormément. Et la commission scolaire a tranché, ce sera un projet unique à l'école et ce sera multi-âge, pédagogie du projet, etc., etc. Bon, les parents, bon. Mais je vous le raconte, à Jonathan, pendant ce temps-là, il vivait la participation obligatoire des parents d'un certain nombre. C'était 2 heures par semaine de présence en classe, plus les présences en comité et tout ça. Alors là, il y a eu des tiraillages, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et
là aussi, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui... bon, de l'interne, mais c'est un petit peu normal, parce que si on grossit vite, si on ne prend pas attention, après on avait appris de notre... On a fait attention. C'est-à-dire que quand arrivent des nouveaux profs, les former, qu'il y ait des parrainages, quand arrivent des nouveaux parents, la même chose, prendre soin de tout ça, parce que c'est fragile, une école. Parce que la plupart d'entre vous, vous n'avez pas vécu une école alternative, vous n'avez pas vécu une école autrement. Donc, vos référents et les référents des profs, c'est quoi? C'est les notes et les bulletins, ça allait bien, bien c'est pas si pire l'école, cela, bien, bon. Et on revient vite tout à coup, quand on rencontre certaines adversités, on revient vite à le petit sentier dans l'ornière. Alors, ça a été des bons moments, des moments difficiles, très difficiles à vivre, qui ont laissé des séquelles. 40 familles sont parties, 5 profs sont partis. On a recommencé l'année en se retroussant les manches, et bien en même temps, heureux de savoir qu'on allait poursuivre dans la ligne de ce que l'on voulait. Moi, j'étais parent à l'époque, et c'est vous dire la montée d'enthousiasme de se retrouver entre nous vraiment, avec vraiment une solidarité. On a pété le feu après ça, on a bâti un paquet de choses. Cette crise-là a été déterminante pour l'avenir de l'École 4. Oui, parce qu'elle est encore sur cette lancée-là, c'est-à-dire ça a permis que ce soit très bien signifié. Il y a eu d'autres petites batailles après, mais oui. À cette époque-là, est-ce que les parents habitaient principalement les familles autour ou il y en avait vraiment de partout, du oui. sud de Montréal? Peut-être pas du sud, mais il y avait quand même des gens d'un peu... Oui, parce que les fratries se poursuivaient. Et puis, oui, il y avait des gens de Ville-Mont-Royal, il y avait des gens... pas encore de Verdun, parce que la fusion n'était pas faite. Je pose la question parce que ça semble qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient de manière, la philosophie plus traditionnelle, et je me demandais pourquoi ils ne sont pas retournés dans les écoles régulières en ce moment. Ils sont retournés après. Oui, ils sont retournés. Mais Pas à ce ça, moment-là. oui, mais c'est constant. Je ne sais pas, vous autres, comme parents, si vous allez avoir ces questionnements-là quand vous allez avoir vos enfants dans les écoles, puis qui vont arriver en 5e, puis en 6e, comment ils vont s'adapter au secondaire, puis est-ce qu'ils sont prêts? C'est porté différemment. L'empreinte de la société est tellement grande que c'est facile de prendre ce chemin-là. Et tout dépendant aussi de l'enfant que l'on a. Quand on pense qu'actuellement, hein, tout près de chez moi, là, il y a dans un centre d'achat, il y a des cours qui se donnent le soir par des profs, des profs pour des choses régulières, des écoles régulières. Là. Les enfants s'en vont là, 2 heures, 3 heures le soir pour mieux performer aux examens, puis à ceci. Et c'est plein, C'est pas juste... Alors, tu sais, comment contrer ça? Vous affrontez ça, c'est sûr, comme parent. Tu sais? Vous l'affrontez, on l'affronte comme prof aussi. Mais ça va venir dans la décennie qui suit, on va vous l'expliquer de façon plus claire. Alors, on y va. Pour cette décennie des années 80, ce qui se passait dans les écoles. Bien là, c'est ça, oui. Question en lien, je serais curieuse de savoir le projet éducatif. À l'époque, il n'y en avait pas dans aucune école. Non. Donc, dans le fond, le Pierre a été la première école de la commission scolaire ou la première école de... C'est la première école. Carrément, j'oserais prétendre ça. Ce mot n'existait pas dans le langage du ministère de l'Éducation. Ça a été lancé dans les officines des ministères de l'Éducation, mais d'écrire un projet éducatif, de faire des soirées d'inscription pour les parents, je peux vous garantir. Entre autres, tu parlais du soir de Polytechnique, je me souviens très bien, j'étais ici le soir de Polytechnique, avec les frissons comme ça, et avec 40 personnes qui étaient là pour venir inscrire leurs enfants, parce qu'on faisait des soirées d'inscription. On était la seule école à faire ça. Les gens me disaient, mais t'es folle, pourquoi tu fais ça? Ben oui, mais nous, on veut que les parents sachent dans quoi ils s'embarquent. Mais après, les autres écoles ont fait ça. Alors, ça a été ça, les apports des écoles alternatives. Ils ne le faisaient pas avant ça. C'était comme évident qu'un parent, ben tu
tu t'en vas, puis tu arrives un petit, tu vas à l'hôpital quand tu as un enfant, puis après tu vas à l'école, puis tu l'amènes là, puis c'est fini. Tu ne vas pas te renseigner. Et à cette époque-là, on faisait des soirées d'inscription, c'est-à-dire des soirées d'information, avec l'obligation d'y aller. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Projet éducatif, la même chose. Écrire noir sur blanc, voici ce à quoi on s'engage, voici ce à quoi on croit, voici ce que l'on fait. OK. On part avec ce qui se passe dans les écoles dans les années Alors, 80. ce qui se passe dans les écoles, bon, ben c'est... commence à se profiler, vous savez, l'horaire avec les clous, là, les pointes, et puis les couleurs, et puis tout ça, ben, c'était bien, mais le vent prenait dedans, et puis les cartons partaient, et puis un enfant daltonien, ben, il ne savait plus quelle couleur mettre, et puis... Bon, alors, on s'est dit, il y a peut-être d'autres moyens, et puis on a trouvé des horaires individuels, que les enfants faisaient. Les enfants faisaient leurs horaires. C'était pas comme ça, oui. Et un carnet de projet aussi, tout à coup consigné, un horaire, garder mémoire des choix que les enfants ont faits. La place des programmes aussi, bon, les ateliers qui commencent à... Alors là, il y a moins de cartons, il y a moins de villages, il y a moins de... ça commence à être un petit peu plus recadré, mais l'enfant a beaucoup de choix et le projet sera toujours une place très importante pour les enfants. Les directions, 4 modèles de direction. Il y a du plein temps. Ici, à Kern, il y a toujours eu une direction plein temps, vouée à l'école alternative, la défendant, une direction conjointe avec l'école qui abrite l'école alternative, ce qu'ils appellent volet là, dans une autre école, à demi ou à quart de temps avec une tâche d'enseignement. Parce que les écoles alternatives sont petites. Hein? C'était petit à ce moment-là. Maintenant, elles ont grossi un peu plus, mais ça ne garantissait pas une direction. Et bon, l'autre cas, Jonathan Spécial, c'était un prof qui prenait la direction tous les 2 ans. Donc, c'était en rotation. Bien, le parent était actif, bien sûr, à l'école.